Bonjour à tous. Une véritable révolution artistique, en tout cas une révolution de l'image est en train d'arriver avec Internet, avec les incroyables logiciels créés par OpenAI comme ChatGPT ou alors l'autre pour l'image qui nous concerne plus qui est DALL-E et il y en a plusieurs d'autres qui vont arriver. Et en fait, des créations d'images complètes sont faites par des IA. Alors la question qu'on me pose souvent, est-ce que c'est de l'art ou est-ce que ce n'est pas de l'art? Alors bon, c'est pas à moi de répondre. Je peux simplement donner différents points de vue. Par exemple, pour des personnes qui sont plutôt matérialistes, dans le sens où ils pensent que les choses existent vraiment dans la matière. Quand elles apparaissent dans la matière, c'est un objet, c'est donc, voilà, c'est une œuvre, etc. Et puis, il y a d'autres points de vue, par exemple, plus philosophiques, etc. Je ne vais pas débloquer tout ça, je ne vais pas vous casser les pieds, mais c'est un sujet très important. Parce que je suis tombé sur un article d'un de mes amis de 40 ans, Éric Marié, qui est un spécialiste de médecine chinoise, bien pas un spécialiste, un pratiquant intense de médecine chinoise, de peinture chinoise, et puis de la philosophie chinoise en général, les arts martiaux, etc. Eh bien, il a donné un point de vue sur l'art à la manière des Chinois. Et en fait, vous allez voir, si vous suivez cette vidéo, c'est assez spectaculaire, parce que ça donne un éclairage tranché, un peu franchement clair, sur ce que peut être l'art d'un point de vue par rapport à ce qui arrive actuellement. C'est un sujet que j'ai moi-même pas mal étudié, donc je voulais en glisser un petit mot. Vous savez par exemple qu'avec votre smartphone, si vous demandez à un certain logiciel de jouer aux échecs contre le champion du monde d'échecs, vous êtes à peu près sûr de gagner avec votre smartphone. En fait, quelque chose d'équivalent se passe pour la peinture. Nous nous rendons compte que l'IA a la capacité de puiser dans la totalité des ressources visuelles, donc de DALL-E notamment, et encore on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Lorsqu'ils vont multiplier par 100, 200 les capacités de data, ça va être complètement fou. On aura des trucs incroyables. Alors, à quoi cela servira-t-il de peindre le jour où n'importe quelle personne, même qui sait à peine lire, pourra dire « Fais-moi un paysage merveilleux de type symbolique, un tout petit peu surréaliste avec une ambiance qui donne une texture d'effet de matière particulier et qui soit absolument sublime du niveau de Léonard de Vinci. » Et puis, plaf, l'image apparaît. Il n'y a plus aucun rapport entre la compétence et la qualité que peut avoir la personne, je ne veux pas dire l'artiste dans ce cas-là, et le résultat qui peut être exceptionnel. Évidemment, parce que comme pour les joueurs d'échecs, c'est la synthèse de tout ce qui était de meilleur dans l'histoire de la peinture. Donc ça pose vraiment question. Un peu comme quand la photographie est arrivée au 19e siècle, ça a perturbé et ça a donc engendré des recherches d'expression qui soient plus de nature de réalité, on va dire, physique, d'apparence en tout cas, comme c'était le cas au début du 19e siècle. C'était une peinture classique, axée sur le savoir-faire, et progressivement on s'en est écarté. Bon, je ne parle pas de ça, ce serait trop long. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant que n'importe qui pourra simplement par une injonction faire apparaître des merveilles, comme voilà, dans l'exemple du jeu d'échecs, vous êtes le meilleur peintre du monde, simplement en disant quelques mots à votre logiciel. Où est l'arnaque, si on a une? Eh bien, prenez deux personnes qui sont sur le sommet du Mont Blanc, par exemple. Ce sont deux alpinistes, mais est-ce que le simple fait d'être posé sur le sommet fait d'eux des alpinistes? Ou alors, il faut se poser la question comment ils sont arrivés là. Il y en a un, il est venu à pied, en se levant à 2 h du matin, et l'autre, il est arrivé en hélicoptère. Et ils sont l'un à côté de l'autre, voilà, comme deux héros. Eh bien, je pense que tout le problème va être un peu équivalent. C'est-à-dire, on va se poser la question de savoir, l'œuvre est-elle un but final objectif, ou alors est-ce que c'est simplement le témoignage du parcours qui a été fait, un peu comme la photo de notre alpiniste. C'est ça qui va déterminer l'intérêt de la pratique de la peinture, ou pas.
Si on se contente du résultat, comme font les marchands, l'art contemporain, c'est un art sans savoir-faire dans le but de faire un projet financier, eh bien, il y aura des ambiguïtés, ça c'est absolument sûr. En revanche, si on se reconcentre sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le processus de création intérieure, qui est une remise en question, bah alors là, nous arrivons à quelque chose de différent. Alors revenons à la peinture chinoise maintenant. Que nous dit la peinture chinoise ? Je ne suis pas moi-même un spécialiste, mais je vous renvoie à la vidéo, j'ai mis le lien de la vidéo d'Éric Marié, qui est très intéressante, qui est vraiment spécifique et qui va un peu dans le sens que je vais dire là. C'est-à-dire d'abord, pour la peinture chinoise, la peinture elle-même est une sorte de témoignage. D'abord, il y a une attitude par rapport au sujet. Donc souvent, les peintres étaient des lettrés, étaient des intellectuels, donc des pratiquants des arts martiaux. Et souvent, associé à la pratique de la médecine, c'était une espèce de globalité. Il n'y a pas comme nous, des spécialistes. Voilà, moi je suis peintre, et par contre, je n'ai pas le droit d'être autre chose. Je suis identifié comme peintre. Mais dans la peinture chinoise, c'est très différent. Donc il y a déjà l'idée que l'homme est plus universel dans son rapport avec les savoir-faire, avec les autres, l'univers, etc. Ensuite, lorsque on regarde un paysage en peinture chinoise, les montagnes sont l'équivalent, donc c'est un peu l'équivalent du corps humain, quelque part. Pas les montagnes, le paysage est comme un corps humain. Les montagnes en sont les eaux. Les lacs, les rivières en sont bien sûr tous les fluides et le sang et tout ce qui est liquide dans le corps. Les nuages et le vent marqués par l'air, etc., ça va représenter l'énergie qui est disponible à l'intérieur de chacun d'entre nous. Moi j'ajouterais peut-être que chaque brin d'herbe, chaque caillou qui traîne sur les routes sont un peu comme les cellules de notre corps, etc. On peut donc créer une analogie assez évidente. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi dit ça la peinture chinoise dit ça ? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'équilibre que nous allons mettre dans le tableau qui va contribuer à la santé du tableau. Et toute personne qui va regarder un tableau en pleine santé fera rentrer, un peu comme une appli, c'est sans doute la première appli, cet équilibre à l'intérieur de nous, de notre conscience et voire même de notre corps. En tant que pratiquant, quand nous sommes le peintre, et en tant que public quand nous regardons le tableau. Dans ce sens, la peinture est un projet d'équilibre, de santé, de fusion entre les souffles du monde, le souffle très important qu'on appelle le ki ou le chi, et puis les souffles à l'intérieur de nous. Et c'est cet écoulement qui est important. De ce point de vue-là, l'IA, elle ne fait pas le poids. D'accord ? C'est pour ça que c'est un moment exceptionnel dans l'histoire de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes. La possibilité d'un hypermatérialisme identifié, tout-puissant, marqué par des formes triomphales qui dépassent même l'homme. On sera complètement dépassé si on se limite au monde de la quantité. L'IA est infiniment plus puissant. Par contre, si on se remet sur le niveau de la conscience, de la perception des flux, de l'énergie, l'homme est irremplaçable. Parce qu'en fait, c'est aussi un autre type de projet. Bon, là, ça nous amènerait trop loin. Mais j'ai voulu simplement rappeler cette vidéo donc faite par Éric Marié pour que je vous invite à la voir vraiment. Ça nous permet vraiment de voir qu'il y a des solutions de rester profondément humains, que nous ne serons jamais dépassés par l'IA qui, alors de mon avis, de mon point de vue, n'est pas intelligente. Elle n'est que la somme des informations intelligentes données par des hommes, des milliers, des centaines de milliers d'hommes. Et cette concentration donne l'illusion d'intelligence, mais elle n'est pas elle-même intelligente. C'est-à-dire qu'elle n'est pas créative ni imaginative. C'est-à-dire qu'elle peut nous faire aller du point A au point B, parce qu'elle est très habile pour faire ça. Par contre, notre intelligence intuitive, notre imagination, nous permet d'aller partout. Chose que ne peut pas faire l'IA. D'accord ? Voilà, ça c'est un petit peu mon point de vue. Alors, un petit mot sur ma propre réflexion personnelle par rapport à ma pratique. En fait, c'est intéressant parce que quand on vit de la peinture, on cherche à vendre des tableaux et on est confronté à des gens qui ne se préoccupent pas du tout de savoir, à la limite, comment ça a été fait. Hein. Du moment que le tableau est beau, qu'il y ait des gens qui s'y intéressent et qui les achètent. Voilà, par exemple, le monde des galeries, il y a beaucoup de gens qui se moquent complètement de ça. Et on peut facilement s'embarquer là-dedans. Par exemple,
Je connais des peintres qui ont eu du succès et qui ont peint, on va dire, un ou deux tableaux au départ, un peu originaux, voilà. Et ils ont fait les mêmes tableaux toute leur vie. Ils ont répété, pas copié, mais à la manière d'eux. C'est-à-dire un jour un peu plus grand, plus petit, plus en hauteur, etc. Mais c'est toujours la même chose. Eh bien, dans ce cas-là, quelle différence avec l'IA qui va répéter à l'infini des savoir-faire? C'est-à-dire que nous ne sommes intéressants en tant que peintres que si nous sommes capables sans arrêt d'aller convoquer à l'intérieur de nous notre propre imaginaire, notre propre énergie interne, notre propre jaillissement. Comme dirait, j'aime bien cette phrase de Novalis, il ne savait pas où il allait, mais c'est parce qu'il ne savait pas où il allait qu'il savait qu'il était sur le bon chemin. J'adore cette phrase parce qu'en fait, c'est la clé de la véritable nature artistique et spirituelle, j'ai envie de dire, disons les mots. Et c'est cette qualité qui est mise en valeur par ce défi que nous montre l'IA. Voilà, c'était un petit peu ma remarque générale. Et pour conclure, juste un petit mot sur la responsabilité. Je pense que chacun de nos actes a une incidence globale sur le monde, les autres, soi-même. Et que, je dirais en gros, c'est un article que j'avais écrit il y a peut-être 35 ans. Un tableau raté est un tableau malade. Bon, j'en reviens à ce qu'on disait, parce que déjà à l'époque, j'étais déjà très ami avec Eric Marié. Et donc, le rapport avec la médecine chinoise, etc. Eh bien... c'est à mon avis la question que je me permets de nous poser à nous tous. Est-ce que ce que je peins rend malade ou tend à apporter un équilibre? Est-ce que mon tableau est une sorte d'appli qui génère un équilibre, et donc la santé, et donc la joie de vivre, et donc etc. Ou, à l'inverse, est-ce que c'est l'expression de ma propre folie égotique qui se répand partout comme une pollution gravissime des consciences des autres. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne réflexion. Hein. Et puis, bien sûr, petit mot sur... vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Ça ferait beaucoup de bien pour mon référencement. Je vous en remercie. N'ayez pas peur. Vous risquez absolument rien. Si vous en avez assez, vous pouvez vous désabonner instantanément. Mais par contre, c'est vrai que ça me rendrait bien service. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt.